Elle fut contrainte d'épouser un homme puissant et implacable. Un contrat, une échéance, une condition absurde pour réclamer ce qui lui revenait de droit. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que derrière ce juge froid et intouchable se cachait un homme qui n'avait jamais été aimé, et qui allait être lentement transformé par le regard courageux d'une jeune femme refusant de n'être qu'une simple clause dans le testament d'un autre. Ceci n'est pas seulement une histoire d'amour. C'est une histoire sur la peur d'aimer et le risque encore plus grand de ne pas aimer, sur les silences qui dissimulent l'affection, les gestes qui parlent plus fort que les mots, et les nouveaux départs qui émergent lorsque la douleur semble insupportable. Et quand il découvrit enfin ce qu'elle cachait derrière sa fierté, tout changea. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et dites-nous en commentaire, depuis quel endroit écoutez-vous cette histoire? Votre « j'aime » aide la chaîne à grandir et à continuer de vous proposer des récits émouvants comme celui-ci. Partagez-le avec quelqu'un de spécial. Le tic-tac de l'horloge accrochée au mur lambrissé de chaînes résonnait dans le bureau silencieux comme un avertissement lent et délibéré. Olivia Anderson se tenait droite au bord du fauteuil en cuir, les jointures blanchies par la force avec laquelle elle serrait son carnet. L'air, dans l'étude du notaire, était lourd, comme imprégné d'une odeur de vieux papier, d'autorité et de décision irrévocable. Dehors, Boston était drapé dans la grisaille d'une fin d'automne, ce genre de ciel qui rend tout plus pesant, plus définitif. Elle n'avait que 20 ans, une étudiante en droit brillante et déterminée, élevée par une mère célibataire qui avait tout sacrifié pour lui offrir un avenir. Et voilà que cet avenir était en suspens, piégé dans une enveloppe jaunie scellée à la cire. Monsieur Albert, le notaire de longue date de la famille, était assis en face d'elle. Sa posture était rigide, ses doigts ouvraient méthodiquement le testament de Theodore Anderson, son grand-père. Un homme qui avait élevé Olivia après le décès de sa mère, qui lui avait offert de la chaleur à la place des mots, une structure à la place du chaos. Et pourtant, même dans la mort, il semblait avoir imposé une dernière condition. La succession, déclara Albert en ajustant ses lunettes sans lever les yeux, sera transmise intégralement à mademoiselle Olivia Anderson, y compris la demeure de Chestnut Street et le fonds éducatif, à une condition unique. Olivia retint son souffle. Son cœur s'emballa. Elle doit être légalement mariée à un homme d'une réputation sans tache avant son 21e anniversaire. Dans le cas contraire, la totalité de l'héritage reviendra à la fondation Anderson. Les mots tombèrent comme des briques sur sa poitrine. Quoi? La voix d'Olivia se brisa, mêlant incrédulité et une colère grandissante. Il veut que je me marie? Pour de l'argent? Ce n'est pas inhabituel dans les vieilles familles, répondit Albert avec l'indifférence de celui qui en a trop vu. Il voulait assurer votre sécurité. Que vous ne soyez pas sans protection. Protéger, un mot qui ressemblait davantage à une cage qu'à un bouclier. J'étudie le droit. Je peux me protéger seul. Albert la regarda enfin, l'expression illisible. Alors peut-être utiliserez-vous votre éducation pour trouver un moyen d'accomplir cela, sans compromettre votre intégrité. Elle quitta le bureau, la lettre serrée dans sa main comme une malédiction. L'air froid dehors mordait sa peau, mais le frisson qu'elle ressentait venait de l'intérieur. Se marier? En moins d'un an? Comment son grand-père, un homme qui avait encouragé son indépendance et son ambition, avait-il pu réduire son avenir à une case à cocher sur un état civil? Les jours qui suivirent furent un flou d'anxiété, de frustration et d'impasse. Son 21e anniversaire était dans 10 mois. Pas assez de temps pour rencontrer quelqu'un, construire une confiance, tomber amoureuse, ou même faire semblant. Elle ne voulait pas d'un faux mariage, mais elle ne pouvait pas non plus renoncer à la maison qui contenait tous les souvenirs de sa mère, ni à la bourse qui payait sa dernière année à Harvard. Son cœur et son esprit bataillaient en silence. La fierté luttait contre la peur, jusqu'à ce qu'on frappe à sa porte. C'était un messager, bien habillé, poli, tenant une lettre frappée du sceau de la famille Anderson. À l'intérieur, un nom, un homme et un rendez-vous. Ethan Callaghan. L'exécuteur testamentaire, le tuteur légal du domaine, et l'homme à qui son grand-père avait confié la tâche de conseiller et d'aider à l'accomplissement de la clause finale. Ethan Callaghan n'était pas un inconnu pour Olivia. Pas directement, mais son nom pesait comme le tonnerre dans le monde juridique, un juge fédéral connu pour ses décisions qui faisaient les gros titres, pour son code moral qui ne pliait devant personne. Célibataire, sans enfant et, d'après ce qu'elle avait pu trouver en ligne, vivant dans un manoir historique sur Beacon Hill. Elle ignorait pourquoi il avait accepté de la rencontrer, ignorait ce qu'il voulait, mais lorsqu'elle se tint sur le seuil de sa porte ce vendredi après-midi,
levant les yeux vers l'imposante façade de pierre de la propriété Callaghan, quelque chose bougea en elle. Une prémonition, ou peut-être la conscience que sa vie était sur le point de se scinder en deux, avant Ethan, et après Ethan. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Une gouvernante aux yeux vifs et aux mains douces l'invita à entrer. Elle traversa des couloirs bordés de portraits et de silence, ce genre de silence qui semblait délibéré, curaté, comme si la maison elle-même avait des frontières qu'elle ne voulait pas voir franchies. Il l'attendait dans la bibliothèque. Grand, composé, son costume gris impeccable, ses cheveux sombres lissés en arrière. Mais ce furent ses yeux qui la figèrent, bleu acier, pas froid, mais distant, contrôlé, comme si la chaleur était quelque chose qu'il s'était entraîné à dissimuler. Mademoiselle Anderson, salua Théil, se levant sans s'avancer. Merci d'être venu. Elle hocha la tête, sa voix coincée quelque part dans sa gorge. Monsieur le juge Callaghan. Ethan suffira. Asseyez-vous, je vous en prie. La pièce était remplie de livres, mais manquait de confort. Tout était ordre, retenue, la fonction primant sur le sentiment, tout comme l'homme lui-même. Je comprends votre position, dit-il en allant droit au but, et je ne vous ferai pas perdre votre temps. Je suis l'exécuteur. Je n'ai pas mon mot à dire sur les stipulations du testament, mais j'ai pour mission de vous aider. À les remplir? Elle leva le menton. Pensez-vous que ce soit juste? Que je sois forcé de me marier pour accéder à ce qui devrait déjà être à moi? Il soutint son regard. Pendant un instant, elle crut voir quelque chose vaciller dans ses yeux. Un regret, peut-être. Un souvenir. Mais cela disparut trop vite. Je pense que la justice est un luxe que la loi permet rarement. Un silence tomba entre eux, pas gênant, mais dense, lourd. Puis il ajouta. J'ai examiné votre dossier, vos notes, votre éthique de travail, votre indépendance. Vous méritez mieux qu'une transaction. Cela la surprit. Mais, poursuivit-il, nous ne pouvons pas changer ce qui est écrit, nous ne pouvons que naviguer à travers. Son cœur battit plus vite. Que suggérez-vous? Il se recula légèrement. Un mariage. Un mariage qui remplit la clause. Légal, contraignant, mais avec des termes clairs et une date de fin. Elle le fixa, stupéfaite. Vous voulez dire? Oui, dit-il d'un ton égal. Un mariage de convenance. Son souffle se coupa. Ce ne pouvait pas être réel. Ce n'était pas l'école de droit. C'était un contrat écrit dans l'émotion et les circonstances. Un étranger proposant une union sans amour, sans romance. Juste la légalité. Et pourtant, dans sa voix, il n'y avait aucune manipulation, aucune arrogance, juste une raison calme et mesurée. Vous ne me connaissez pas, dit-elle, scrutant son visage à la recherche d'un motif. Je n'en ai pas besoin, répondit-il. Je fais confiance à Theodore Anderson, et il vous faisait confiance. Une partie d'elle voulait crier. Une autre voulait pleurer. Mais il y avait aussi une petite voix étrange qui chuchotait, cet homme n'est pas ce qu'il paraît. Elle se leva lentement, incertaine de savoir si elle disait au revoir ou si elle s'engageait dans quelque chose d'irréversible. Je vais y réfléchir, dit-elle. Il hocha simplement la tête, comme s'il savait déjà. D'une manière ou d'une autre, ils n'étaient plus des étrangers. Le silence à l'intérieur de la résidence Callaghan était presque sacré. Ce n'était pas le silence du vide, mais celui qui exigeait le respect. Chaque seconde qui s'égrenait résonnait contre les murs de pierre, chaque pas était étouffé par les tapis perçants, chaque respiration prudente, mesurée, comme si la maison elle-même avait des règles qu'on ne pouvait enfreindre. Olivia retourna au manoir 3 jours après leur première rencontre. Cette fois, non pas en tant que visiteuse, mais comme quelqu'un essayant de décider si elle laisserait cet homme, cette maison, cet arrangement, façonner sa vie. Elle portait un manteau gris doux, boutonné jusqu'au cou, ses cheveux tirés en arrière proprement. Tout chez elle semblait composé, sauf ses yeux. Ils étaient agités, scrutant les détails du lieu, les boiseries riches, les lustres anciens, l'odeur de cire et de vieux papier. Tout ici semblait délibéré. Madame Alco, la discrète gouvernante, la mena une fois de plus à la bibliothèque, où Ethan se tenait près de la cheminée, un verre d'eau à la main, sans trace de surprise sur son visage lorsqu'elle entra. Mademoiselle Anderson, salua Théil, sa voix telle un courant calme. Vous êtes venue. J'avais dit que j'y réfléchirais, répondit-elle en entrant dans la pièce et en retirant ses gants.
J'ai réfléchi. Il attendit. Je vais le faire. Un petit hochement de tête, pas de réaction, pas de triomphe, pas de soulagement, juste de l'acceptation. Ethan Callaghan ne faisait pas dans les sentiments, du moins pas de manière visible. Il y aura des documents, dit-il, des accords, des limites. Je suppose que vous voudrez les faire examiner. Je le ferai, répondit-elle. Non pas parce que je ne vous fais pas confiance, mais parce que je veux me faire confiance à moi-même. Cela le fit marquer une pause. Une lueur passa derrière ses yeux, peut-être de l'admiration, peut-être de l'inquiétude. Vous êtes libre de vivre votre vie, poursuivit-il. Ami, court, objectif, rien ne change à moins que vous ne le souhaitiez. Et vous, demanda-t-elle en croisant les bras. Que attendez-vous de cela? Il resta silencieux un instant. Que nous remplissions la clause, discrètement, avec dignité. Que vous ayez accès à votre héritage, et que j'accomplisse mon devoir envers Théodore. Ces mots étaient précis, comme si chaque syllabe avait été pesée avant d'être prononcée. Mais il y avait toujours ce mur autour de lui, pas seulement légal ou émotionnel, quelque chose de plus profond, de plus ancien. Elle l'étudia en silence. Vous connaissiez bien mon grand-père? Oui. Et vous avez accepté ça? Être mon tuteur légal? M'épouser pour un testament? J'ai accepté d'honorer ses volontés, et les vôtres, si vous choisissiez de procéder. Encore ce choix minutieux des mots. Vous séparez-vous toujours de ce que vous ressentez? Demanda-t-elle doucement. Son expression changea, à peine. Les sentiments compliquent la loi, et j'ai bâti une carrière en restant à l'écart. Sa poitrine se serra à cette idée. Quelle sorte de vie cela devait-il être? Alors qu'il se dirigeait vers le bureau, sortant un dossier, les yeux d'Olivia parcoururent la pièce. Et pour la première fois, elle remarqua la photo sur l'étagère, un vieux cliché en noir et blanc, un garçon de pas plus de 10 ans, debout entre deux adultes au visage solennel. Ethan. Même enfant, il avait l'air formel, seul, même accompagné. Je vais signer, dit-elle. Il lui tendit le papier. Pas de précipitation, dit-il, mais le mariage devra avoir lieu dans les 60 prochains jours pour éviter des complications avec la succession. 60 jours. Elle avala le poids de ce chiffre. Y aura-t-il des invités? Non, dit-il. À moins que vous ne souhaitiez inviter quelqu'un. Je ne le souhaite pas. Il hocha la tête, comme si cela correspondait parfaitement à ce qu'il avait prévu. Le jour du mariage arriva comme l'hiver, sans fanfare, sans douceur. Il se tenait dans le bureau de l'état civil en centre-ville, entouré du calme stérile des bâtiments administratifs. Pas de fleurs, pas de musique, juste un juge qu'Olivia n'avait jamais vu auparavant, lisant des mots censés lier les cœurs, mais qui ne servaient ici que de formalité. Ethan portait un costume gris anthracite, le même qu'il portait peut-être au tribunal. Olivia portait une robe bleue poudrée qui avait appartenu à sa grand-mère. Les manches étaient un peu lâches, la taille un peu serrée, mais cela lui donnait l'impression que quelqu'un veillait sur elle. Ils signèrent les papiers, prononcèrent les vœux. Personne ne pleura, personne ne sourit. Lorsque le juge leur demanda de sceller la cérémonie par un baiser, Ethan hésita, seulement une seconde, puis se pencha et posa ses lèvres sur les siennes. Doux, distant, un effleurement plus qu'un baiser, un contrat plus qu'une promesse. Puis ce fut terminé. Madame Alco les attendait à la maison, avec 2 verres d'eau pétillante et un plateau de biscuits au citron. Ethan s'excusa avec la formalité d'un homme retournant à une réunion d'affaires. Votre chambre est prête, Madame Callaghan, dit doucement la gouvernante. Olivia tressaillit à ce nom. Elle la suivit dans un couloir silencieux, loin de l'aile principale, passant devant des tableaux qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. Des paysages, des routes vides, des collines brumeuses, chaque pièce de la maison semblait refléter l'âme d'Ethan, belle mais inaccessible. La chambre était grande, immaculée, un lit à baldaquin au drap de lin pâle, une fenêtre donnant sur le jardin, un bureau, un coin lecture. Chaque recoin parlait de solitude. Alors qu'elle se tenait près de la fenêtre, la pluie commençant à taper contre la vitre, Olivia sentit le poids de tout cela s'abattre sur elle. Elle avait 20 ans, mariée à un homme qui ne voulait pas d'elle, liée à une maison qui ne ressemblait pas à un foyer, en possession d'un héritage qui ressemblait désormais à un fardeau. Et pourtant, il y avait autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer, une curiosité, une question, une attraction. Qui était cet homme derrière le masque du juge?
Qu'est-ce qui l'avait rendu si prudent avec ses émotions, et y aurait-il quelque chose ou quelqu'un capable de briser cette armure? Les jours après la cérémonie se déroulèrent comme les pages d'une histoire qu'aucun d'eux n'avait écrite, mais qu'ils vivaient désormais tous les deux. À l'intérieur du domaine Callaghan, la vie reprit avec une prévisibilité tranquille. Ethan se levait à 6 heures, quittait la maison précisément à 6h45, et rentrait juste après 20h. Olivia, en revanche, remplissait son temps avec des cours à l'université, des sessions d'études à la bibliothèque et de longues promenades dans l'air vif de Beacon Hill, tout cela pour tenter de faire taire le chaos intérieur. Ils se croisaient, mais se parlaient rarement. Les repas étaient pris séparément. Leurs emplois du temps, bien que non délibérément opposés, ne semblaient jamais se chevaucher par hasard. Mais même dans ce silence, un rythme étrange se formait, un rythme qu'aucun d'eux ne comprenait pleinement, mais qu'aucun ne pouvait ignorer. Un soir, on frappa doucement à la porte d'Olivia. Elle venait de rentrer du campus, son sac encore au sol, son manteau drapé sur la chaise. Ses cheveux étaient en tresses lâches, ses joues rosies par le vent. Elle marqua une pause avant de répondre. C'était Ethan. Il se tenait dans le couloir, aussi composé que toujours, bien que quelque chose dans sa posture, les mains jointes derrière le dos, le poids légèrement décalé, trahisse une hésitation. Je voulais demander. Commença-t-il, si vous seriez disponible pour dîner. Ce soir. Avec moi. Ses sourcils se levèrent légèrement. Dîner? Il hocha la tête une fois. Ici. Juste nous. J'ai pensé. Que ce serait approprié, après tout. Une longue seconde passa, puis une autre. Je viendrai, dit-elle simplement. En bas, la salle à manger était éclairée d'une lumière ambrée douce, pas romantique, juste assez chaleureuse pour paraître moins clinique que d'habitude. Une table pour deux avait été dressée près de la cheminée, le genre de détail qu'Olivia soupçonnait avoir été arrangé par Madame Alco. Elle arriva avec quelques minutes de retard, exprès, et lorsqu'elle entra, Ethan se leva. Elle le remarqua alors, il semblait différent hors du cadre du tribunal. Sa cravate était desserrée, ses manches retroussées une fois. Il ressemblait moins à un juge, et plus à un homme. Vous êtes élégante, dit-il. Olivia inclina la tête. Cela sonnait presque comme un compliment. Parce que c'en est un, répondit-il sans ironie. Elle s'assit en face de lui, incertaine de la façon d'interpréter son ton. Le repas commença en silence, avec des plats légers servis par la gouvernante, puis retirés discrètement. Ce ne fut qu'au plat principal qu'Olivia prit la parole. « Vivez-vous toujours ainsi » demanda-t-elle en tournant légèrement sa fourchette. « Tant d'espace, si peu de gens. » Ethan jeta un coup d'œil autour de lui. « Cela me convient. L'isolement me convient. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Je ne savais pas que vous étiez passé à la psychologie. »« J'étudie les gens, dit-elle, la voix assurée. Et le silence en dit long. Sa mâchoire se tendit, à peine. « Et que dit le mien ? Que vous ne voulez pas être vu. »« Pas vraiment. » Il se recula. « C'est une supposition. »« C'est un sentiment, répliqua-t-elle, et j'ai appris à ne pas ignorer les miens. » L'air s'épaissit entre eux, non pas de colère, mais de quelque chose d'électrique. Olivia soutint son regard, refusant de détourner les yeux la première. Puis Ethan expira, juste un changement subtil, et les coins de sa bouche se soulevèrent, à peine. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. »« À quoi vous attendiez-vous ? Une fille effrayée, désespérée pour son héritage ?» Olivia arqua un sourcil. « Et qu'aviez-vous prévu de faire d'une fille effrayée ?» Il ne répondit pas, non pas parce qu'il n'avait pas de réponse, mais parce que la question elle-même avait tiré quelque chose trop près de la surface. Elle posa doucement sa fourchette. « Je n'ai pas choisi cela, mais je ne vais pas être réduite à un arrangement légal. Je n'ai jamais eu l'intention. »« Vous n'avez pas besoin d'avoir l'intention de rendre quelqu'un invisible, » dit-elle, la voix plus douce maintenant. « Parfois, le silence le fait tout seul. » Une autre pause. Ethan la regarda de l'autre côté de la table, et pour la première fois, il n'y avait pas de bouclier dans son expression, juste une lueur sans défense, peut-être du regret, ou de la reconnaissance. « J'essaierai, dit-il doucement. » Ce n'était pas dramatique, pas grandiose, mais c'était la première chose réelle qu'il lui offrait. Après le dîner, elle aida à débarrasser son propre assiette, refusant toute assistance. Puis,
dans le couloir à l'extérieur de la salle à manger, elle s'arrêta. « Je sais que ce n'était pas ce que nous voulions, ni l'un ni l'autre, dit-elle, mais je suis ici maintenant, et je ne vais pas disparaître juste parce que vous trouvez plus facile de prétendre que je ne suis pas là. » Ethan hocha lentement la tête. « C'est juste. » Elle commença à monter les escaliers, puis s'arrêta à mi-chemin et se retourna. « Vous ne me faites pas peur, Ethan, dit-elle. Et vous ne m'impressionnez pas non plus. » Son expression ne changea pas, mais sa respiration, si. Une inspiration calme. « Je ne suis pas là pour impressionner, répondit-il. Alors nous pourrions très bien nous entendre. » Sur ce, elle disparut au tournant, le laissant là, debout, écoutant l'écho discret de ses pas s'estompant à l'étage supérieur. Plus tard cette nuit-là, Ethan se tenait à la fenêtre de son bureau, sirotant un scotch, regardant la pluie tracer des lignes sur la vitre. Elle avait raison. Il avait essayé de la réduire à un contrat, un devoir, une formalité, mais elle avait défié toutes les attentes, non pas avec arrogance, mais avec un feu tranquille. Elle n'était pas bruyante, mais elle était puissante. Et pire, elle lui faisait ressentir des choses qu'il avait réduites au silence il y a longtemps, et maintenant, il ne savait plus comment les faire taire à nouveau. Le mariage légal d'Olivia Anderson et du juge Ethan Callaghan avait été classé, enregistré et tamponné par le Commonwealth du Massachusetts, un processus si rapide et sans émotion qu'il fit à peine une ondulation dans le grand schéma de leur vie. Mais entre les quatre murs du domaine Callaghan, c'était comme si quelque chose avait bougé dans les fondations. Pas bruyamment, pas visiblement, mais indéniablement. Il n'y eut pas de lune de miel, pas de photos, pas de changement de statut relationnel, juste deux personnes habitant le même espace sous un contrat qu'aucun d'eux n'oserait jamais appeler romantique. Olivia s'installa dans sa suite désignée, une aile privée nichée derrière un long couloir, avec chambre, salle de bain, coin étude et une petite terrasse donnant sur les jardins arrière. C'était magnifique, isolé, immaculé, et totalement froid. Le silence dans la maison était oppressant. Les pas résonnaient. Les portes claquaient comme des secrets que l'on cache. Le personnel se déplaçait silencieusement, toujours respectueux, toujours distant. Il l'appelait maintenant Madame Callaghan, et chaque fois qu'Olivia l'entendait, c'était comme essayer un nom qui ne lui appartenait pas. Ethan, fidèle à sa parole, gardait ses distances. Il partait tôt pour le tribunal, rentrait tard, et n'empiétait jamais sur son côté de la maison. Elle le voyait rarement, sauf lors des dîners occasionnels qu'il partageait dans une formalité feutrée, ne parlant que d'emploi du temps, de météo et des gros titres de l'actualité. Et pourtant, quelque chose se passait sous la surface. Cela commença par de petites choses, des gestes subtils, une pile fraîche de livres de droit laissés sur son bureau, tous annotés avec des onglets et des notes d'une écriture soignée et concise, l'écriture d'Ethan. Puis vint la tasse de thé à la camomille qui apparaissait sur le rebord de sa fenêtre chaque soir vers 22h, sans faute. Pas d'explication. Pas de mots. Mais elle était là, toujours chaude. Et puis il y avait les regards, pas fréquents, pas évidents, mais lourds de quelque chose d'innommé. Un après-midi, Olivia entra dans la bibliothèque pour rendre un livre et trouva Ethan assis dans le fauteuil, en train de lire. Il leva les yeux, surpris. C'était la première fois qu'elle le voyait sans veste, manches retroussées aux avant-bras, col légèrement desserré. « Je ne savais pas que vous étiez ici, dit-elle. »« Je le suis souvent, » répondit-il en fermant lentement le livre. « C'est la seule pièce qui ne semble pas vide. » Elle s'assit sur le canapé opposé sans demander, prit un roman. Ils lurent en silence pendant près d'une heure, les pages tournant doucement. Pas de conversation, pas de proximité. Mais quand elle se leva pour partir, elle le sentit, le poids de ses yeux s'attardant sur son dos. Une autre nuit, il plut. Le tonnerre roulait sur la ville, faisant trembler les fenêtres. Olivia se tenait près de la porte de la terrasse, regardant le jardin se brouiller dans la grisaille, quand elle remarqua quelque chose. Ethan, dehors, sans parapluie, marchant lentement sous l'orage. Elle le regarda s'arrêter sous le chêne, celui qui se dressait comme un monument au bord du domaine, et lever le visage vers le ciel. Il semblait si seul, si humain. Et pour la première fois, elle se demanda quel genre de chagrin il portait. Qu'est-ce qui avait poussé un homme comme lui à choisir si farouchement la solitude? Le lendemain matin, elle laissa un mot plié à côté de son assiette de petit déjeuner. Il y a quelque chose de thérapeutique à laisser la pluie vous frapper quand personne ne regarde. Je comprends cela plus que vous ne le pensez. Elle ne le vit jamais le lire. Mais le soir suivant, quand elle rentra dans sa suite,
il y avait un petit vase de pivoine blanche sur son bureau, la fleur préférée de sa mère. Ethan n'aurait pas pu le savoir, à moins d'avoir demandé, ou de s'être souvenu. Pourtant, les mots étaient rares. Ils dansaient l'un autour de l'autre comme des étrangers polis à un bal masqué, n'osant jamais démasquer la vérité. Olivia s'habitua au silence, mais ne s'y sentit jamais à l'aise. Elle voulait crier certains soirs, claquer une porte, exiger quelque chose de réel. Mais elle ne le faisait pas, car elle savait qu'Ethan n'était pas prêt. Et elle non plus. Jusqu'à un soir, un vendredi, où tout bascula. Ils étaient tous deux rentrés plus tôt que d'habitude, un rare chevauchement d'emploi du temps. Madame Alco avait préparé le dîner et s'était excusée tôt. La salle à manger semblait plus grande que d'habitude, le lustre au-dessus d'eux projetant des ombres dorées sur la table en acajou sombre. À mi-repas, Ethan prit la parole. « On m'a offert un siège à la cour d'appel. » Olivia leva les yeux, surprise. « C'est majeur. » « Félicitations. »« Je n'ai pas accepté. »« Pourquoi pas ?» Il hésita. « Cela m'obligerait à déménager à Washington. Cela signifierait plus d'exposition, de politique, de compromis. Et vous n'êtes pas un homme qui fait des compromis facilement. » Il la regarda alors, pleinement, ouvertement. « Non, je ne le suis pas. » Elle posa sa fourchette. « Le voulez-vous ? » Je ne sais plus. Cette réponse lui en dit plus sur lui que tout ce qu'il avait pu dire jusqu'à présent. Un long silence suivit, mais il n'était pas froid. Il était contemplatif, honnête. « Je pense, dit Olivia, que vous avez peur que si vous arrêtez de tout contrôler, tout s'effondre. » Sa mâchoire se serra légèrement. C'est une chose dangereuse à dire à un juge. Ce n'est pas dangereux si c'est vrai. Il ne répondit pas, mais ne se détourna pas non plus. Cette nuit-là, alors qu'elle montait l'escalier, il parla de nouveau. « Regrettez-vous » Elle s'arrêta à mi-chemin, se tourna vers lui. « Regrettez quoi ?»« Ceci. Nous. Cet arrangement. » Elle le regarda depuis les marches, sa voix calme mais inébranlable. « Je regrette d'avoir dû me marier pour hériter de ce qui aurait toujours dû être à moi. Mais non, je ne vous regrette pas, vous. » Leurs yeux se verrouillèrent, et pour la première fois, quelque chose entre eux s'adoucit, pas complètement, mais assez pour laisser entrer la lumière. Elle se retourna et continua vers sa chambre. Ethan resta au bas de l'escalier, immobile, comme s'il essayait de retenir le son de sa voix un peu plus longtemps. Le manoir Callaghan fonctionnait avec la précision d'une horloge bien remontée, chaque son était étouffé, les pas sur les parquets cirés, les clics distants des portes qui s'ouvrent et se ferment, le bourdonnement discret des lampes qui s'allument au crépuscule. C'était une maison conçue pour être efficace, pas chaleureuse, pour impressionner, pas pour réconforter. Pourtant, pour la première fois depuis des années, elle était habitée par deux personnes dont la présence commençait à perturber cette immobilité parfaite, non par le bruit, mais par la tension, par la possibilité. Olivia se surprenait à s'adapter au rythme du manoir, apprenant son langage, la façon dont l'air changeait quand Ethan était proche, comment son eau de Cologne persistait faiblement dans le couloir, comment même l'emplacement d'un livre ou d'une tasse de thé laissait deviner ses pensées inexprimées. Ils ne discutaient jamais de la nature de leur arrangement, n'évoquaient jamais le mariage. Il était plus facile de prétendre que tout cela n'était qu'une technicalité légale, un détour dans leur vie respective, mais la maison, et l'espace entre eux, racontaient une autre histoire. Le matin, Olivia descendait pour trouver le journal déjà ouvert à la section juridique, et une tasse de café frais préparée exactement comme elle l'aimait. Cannelle, sans sucre, supplément de lait. Elle ne voyait jamais Ethan le faire, mais c'était toujours là, toujours chaud. Lui, à son tour, commença à remarquer sa présence dans les moindres détails, les livres de l'étagère inférieure remis en place méticuleusement, un disque vinyle jouant doucement dans le salon de musique le dimanche matin, généralement du jazz, parfois du classique, selon son humeur. Un soir, elle laissa même un pull plié drapé sur le dossier du fauteuil qu'il préférait dans la bibliothèque. Il ne fit aucun commentaire, mais il le porta le soir suivant. Il n'y avait pas d'intimité, mais il y avait une conscience grandissante. Un soir, Olivia était dans la cuisine tard, se préparant un sandwich grillé, quelque chose qui lui rappelait son enfance, les nuits où les choses étaient simples. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Ethan entre pieds nus, manches retroussées au coude. Il regarda le sandwich, puis elle. « C'est votre dîner ? » ?»« C'est de la nostalgie. » Il eut un rare et faible sourire. « Puis-je ?
Elle cligna des yeux. Vous voulez croquer? Il s'avança, prit la moitié sans attendre qu'elle l'offre, et mordit dedans. Il y avait quelque chose d'étrangement domestique dans cette scène, comme s'ils avaient déjà fait cela, comme s'ils étaient quelque chose. C'est bon, dit-il, la bouche encore à moitié pleine. Meilleur que la plupart des choses qu'Alco prépare. Elle serait offensée. Elle serait d'accord. Ils restèrent en silence un moment, côte à côte, la lumière de la cuisine projetant des ombres chaudes sur les comptoirs en marbre. Puis il demanda de façon inattendue. « Êtes-vous heureuse ici ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Prit une autre bouchée. Avala lentement. « Je ne suis pas malheureuse. Ce n'est pas la même chose. Je ne m'attendais pas à ce que ça le soit, dit-elle en le regardant. Et vous? Non, admit-il. Elle hocha la tête et passa devant lui vers le couloir, son assiette vide, son cœur trop plein. Les jours raccourcissaient. L'hiver s'installait. Les cours d'Olivia devenaient plus exigeants. Elle passait de longues nuits dans son bureau, s'endormant souvent à sa table. Plus d'une fois, elle se réveilla pour trouver une couverture pliée drapée sur ses épaules. Pas de mots. Pas de bruit. Mais elle savait que c'était Ethan. Lui, d'autre part, commença à s'attarder plus longtemps dans les pièces qu'elle occupait. Pas d'une manière intrusive, mais d'une manière suggérant que quelque chose bougeait, comme s'il était attiré par sa présence et ne savait pas quoi en faire. Parfois, elle le surprenait à la regarder, quand elle parlait au téléphone ou lisait près du feu. Son regard n'était jamais envahissant, juste scrutateur. Tranquillement fasciné. Ils étaient devenus deux âmes tournant sur la même orbite, refusant d'entrer en collision, mais ne se contentant plus de la distance. Puis vint la nuit où la voix d'Olivia se brisa. Elle étudiait pour un examen majeur, des papiers éparpillés sur le bureau, des surligneurs traversant les notes. Elle y était depuis des heures, privée de sommeil, tendue. Lorsque le chargeur de son ordinateur portable tomba et se cassa en deux, ce fut la goutte d'eau. Elle jura dans un murmure et s'assit lourdement sur le sol, le dos contre le mur, les larmes brûlant le coin de ses yeux. Ethan apparut dans l'encadrement de la porte quelques secondes plus tard, attiré par le bruit ou peut-être par quelque chose de plus profond. Il ne dit rien. Il s'accroupit simplement à côté d'elle. « Ne faites pas ça, dit-elle en essuyant rapidement son visage. S'il vous plaît, je vais bien. Ce n'est pas le cas. Elle rit amèrement. J'ai épousé un étranger pour entrer dans une maison où je ne me sens même pas chez moi. Je dors dans une chambre que personne ne visite. Je parle plus aux murs qu'aux gens, et j'étudie pour des examens comme s'ils étaient la seule chose qui me gardait saine d'esprit. Mais oui, je vais bien. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était même pas de la tristesse. C'était de l'épuisement. Le genre qui vous fait vous demander si vous vivez vraiment ou si vous survivez juste. Ethan la regarda un long moment. Puis, lentement, il s'assit à côté d'elle sur le sol. « Je ne sais pas comment réparer ça, dit-il, mais je ne veux pas que vous ressentiez cela, pas ici, pas avec moi. » Elle tourna légèrement la tête, juste assez pour voir la sincérité de son profil. « Vous ne me connaissez même pas. » Il croisa son regard. « J'essaie. » Le silence tomba à nouveau, mais cette fois il était différent, pas lourd, pas froid, juste immobile. Après un moment, Olivia posa sa tête sur ses genoux, et Ethan ne bougea pas. Il resta juste là, assis sur le sol du bureau comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Plus tard, quand elle se leva pour partir, il l'aida doucement, sa main s'attardant juste une seconde de plus que nécessaire. Aucun d'eux ne dit bonne nuit. Ils n'en avaient pas besoin, car pour la première fois depuis le jour où ils avaient signé les papiers, quelque chose de tacite avait changé, et cela ne passerait pas inaperçu. L'invitation était arrivée sur un carton ivoire épais, gaufré de lettres dorées, le genre de formalité réservé aux cercles juridiques les plus exclusifs de Boston. Le gala d'hiver annuel de l'Association des magistrats du Massachusetts, organisé au Ritz-Carlton. Ethan y assistait chaque année, c'était attendu une tradition enveloppée de protocoles, de politesse et de rivalité tacite. Il n'avait pas prévu d'emmener Olivia, mais quelque chose changea lorsqu'il vit l'enveloppe reposer sur son bureau ce matin-là. Il ne le lui demanda pas directement. Il laissa simplement le carton près de son café, une offre silencieuse. Une porte ouverte. Ce soir-là, alors qu'il ajustait ses boutons de manchette devant le miroir de la chambre, il se rappela encore que ce n'était qu'un autre événement, une autre soirée de poignées de main et de hochements de tête.
Son travail était de se montrer, de parler poliment, de partir tôt. Il ne s'était pas préparé à ce qu'il ressentit lorsqu'elle entra dans le couloir. Olivia portait une robe vert émeraude profond, modeste dans sa coupe, mais dévastatrice dans sa simplicité. Ses cheveux étaient tirés en un chignon bas, quelques mèches lâches encadrant son visage. Elle ne portait pas de collier, pas de maquillage voyant, juste de la confiance et de la prestance, et quelque chose dans ses yeux qui n'avait rien à voir avec le mariage ou les contrats. Ethan se figea. « Vous vous mettez bien en valeur, dit-elle doucement, ajustant sa boucle d'oreille en attrapant sa pochette. Il s'éclaircit la gorge. « Vous aussi. » Elle sourit faiblement. « N'ayez pas l'air si surpris. »« Je ne le suis pas, dit-il. » Mais il l'était. Dans la voiture vers le Ritz, le silence plana de nouveau. Mais il était différent maintenant, chargé, plein de non-dits. Lorsqu'ils arrivèrent, les têtes se tournèrent, les gens chuchotèrent. C'était attendu. Ethan Callaghan n'amenait jamais personne, ne sortait jamais publiquement, n'apparaissait jamais avec une femme à son bras, et maintenant il traversait la salle de bal avec Olivia, posée et calme, comme si elle avait toujours appartenu à ce monde. La soirée se déroula dans une élégance rodée, discours, toasts, conversation autour du vin et des bougies vacillantes. Olivia évoluait avec grâce, se présentant sans excuse, tenant bon, même lorsqu'elle était questionnée par des juges 3 fois plus âgés qu'elle. Ethan la regardait plus qu'il ne le voulait, la façon dont elle se tenait, l'intelligence derrière ses réponses, la façon dont elle ne rétrécissait pas face aux attentes, mais s'élevait pour les rencontrer sans une once d'arrogance. Puis vint le moment. Ce fut subtil, tranchant, cruel. L'une des épouses, une femme plus âgée connue pour ses commentaires glacials, se pencha vers Olivia et demanda avec une fausse douceur. « Pardonnez-moi, ma chère, je dois juste demander. Que fait-on exactement après avoir épousé un juge? Vous lisez-vous le code civil avant de dormir ?» La table gloussa, polie, contrôlée. Ethan sentit la tension dans sa colonne vertébrale. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais Olivia fut plus rapide. Elle sourit doucement et se pencha juste assez pour être entendue. « Je trouve que les hommes vraiment forts n'ont pas besoin d'impressionner par leur pouvoir. Ils protègent leur douceur. C'est le genre d'homme que j'ai épousé. » Silence. Puis un rire stupéfait. Et enfin des applaudissements, pas forts, mais sincères, de la part d'une des juges plus âgées de l'autre côté de la table. Ethan resta très immobile. La pièce autour de lui devint floue un instant, les lumières du lustre s'adoucirent, et tout ce qu'il pouvait voir, c'était elle. Olivia. Elle ne l'avait pas seulement défendu, elle l'avait vu, l'homme derrière la robe noire, l'homme qui ne savait pas qu'il avait encore besoin que quelqu'un croie qu'il était plus qu'une machine à verdict. Lorsque la soirée toucha à sa fin et que les invités commencèrent à dériver vers les sorties, Ethan s'attarda près des portes de la salle de bal, attendant qu'Olivia revienne d'une discussion avec un groupe d'étudiants en droit. Elle s'approcha, serrant son châle autour de ses épaules. « Prêt ? » demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Il la regarda juste. Vraiment regarder. « Ce que vous avez dit tout à l'heure. »« Je le pensais, » répondit-elle sans ciller. Une longue pause. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un a dit quelque chose comme ça à mon sujet, » dit-il. Alors peut-être qu'il était temps que quelqu'un le fasse. Ils quittèrent le Ritz en silence. Mais c'était le genre de silence qui suit une révélation. De retour au manoir, la maison était sombre et immobile. Olivia se tourna pour se diriger vers son aile, mais Ethan l'arrêta au bas de l'escalier. « Attendez. » Elle se retourna. Il hésita, sa main à moitié levée avant de retomber sur son côté. « Je pensais que la force consistait à être inébranlable, intouchable. Mais vous, ce soir, vous m'avez montré autre chose. »« Qu'est-ce que je vous ai montré ?» demanda-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Que peut-être, la force, c'est savoir quand laisser quelqu'un vous voir. » Leurs yeux se tinrent. Ce n'était pas une confession. Ce n'était pas une déclaration. Mais c'était une fissure, une petite, dans un mur qui avait tenu trop longtemps. Elle lui fit un petit signe de tête, puis se tourna et monta les escaliers. Ethan resta là, seul dans la lumière tamisée du hall d'entrée, se demandant pourquoi, après toutes ces années de contrôle, la seule chose qu'il ne pouvait rationaliser, c'était elle. Et ce qui le terrifiait plus encore, c'était la vérité grandissante qu'il ne pouvait plus ignorer. Il n'admirait pas seulement Olivia.
Il commençait à ressentir quelque chose qu'il ne savait pas comment arrêter. Cela commença par un mal de tête, rien de dramatique, juste un battement sourd derrière les yeux d'Olivia après une longue journée de cours magistraux et de vent froid de Boston. Elle l'ignora, se disant que c'était la météo, le stress, la lecture tardive jusqu'à ce que ses yeux se brouillent. Mais au matin, son corps la trahit. La fièvre vint lentement, puis férocement. Sa peau brûlait, sa gorge faisait mal. Le manoir, habituellement frais et résonnant, ressemblait à une fournaise. Elle resta au lit, frissonnante sous des couches de couverture, trop faible pour se lever, trop fière pour appeler à l'aide. Madame Alco fut celle qui alerta Ethan. « Elle ne me laisse pas faire venir un médecin, » dit la gouvernante, inquiète, « et elle n'a pas mangé depuis hier. » Ethan ne répondit pas immédiatement. Il se tenait près de la fenêtre de son bureau, la mâchoire serrée, les doigts crispés sur le bord du bureau. « C'est une femme adulte, » dit-il, presque par habitude. « C'est aussi votre femme, » répondit doucement Alco. « Même si ce n'est que sur le papier. » Le mot frappa quelque chose de plus profond qu'il ne l'avait prévu. Il se trouva à la porte d'Olivia 5 minutes plus tard. Il frappa une fois, pas de réponse. « Olivia ?» Sa voix était basse, incertaine. « J'entre. » Elle était recroquevillée sous les couvertures, le visage pâle, des mèches de cheveux collées à son front humide. Ses yeux papillonnèrent, à peine ouverts. « Vous ne devriez pas me voir comme ça, » murmura-t-elle, la voix rauque. « Vous pensez que je n'ai jamais vu quelqu'un avec de la fièvre auparavant » demanda-t-il en entrant. Elle essaya de s'asseoir, grimaçant. « Non, » dit-il doucement, « reposez-vous simplement. » Pendant un instant, elle ne discuta pas. Cela seul lui dit à quel point c'était grave. Il s'assit au bord du lit, posa le dos de sa main contre sa joue. Elle brûlait. « Je vais bien, » chuchota-t-elle. « Ce n'est pas le cas, » répondit-il. Il se leva, ses mouvements précis mais rapides. « Je vais chercher ce qu'il nous faut. » Cet après-midi la passa dans une urgence silencieuse. Ethan prit les choses en main, non pas avec désordre, mais avec soin. Il appela le médecin de famille, surveilla sa température, organisa la médication, changea ses tés d'oreiller humides avec une sorte de douceur qui semblait presque irréelle chez un homme connu pour rendre des jugements fédéraux sans ciller. Quand elle frissonnait, il apportait des couvertures supplémentaires. Quand elle avait trop chaud, il lui essuyait le front avec un gant de toilette frais. Il resta avec elle toute la nuit. Dans ces heures, Olivia dérivait dans et hors d'un sommeil fiévreux, mais même dans le brouillard, elle avait conscience de lui, la façon dont il lisait tranquillement dans le fauteuil quand elle somnolait, la façon dont il se tenait près de la fenêtre à regarder le clair de lune bouger sur le jardin, la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne pouvait pas le voir. Elle en surprit un aperçu une fois, de ce regard. Ce n'était pas de la peur ou de l'obligation. C'était quelque chose de bien plus dangereux. C'était de la tendresse. La deuxième nuit, sa fièvre tomba. Elle se réveilla à l'aube, faible mais lucide. La chambre était encore sombre, et Ethan était assis à son chevet, les yeux fermés, le menton reposant sur son poing, à moitié endormi. Elle se tourna légèrement. « Vous êtes resté. » Ses yeux s'ouvrirent lentement. « Bien sûr que je suis resté. Même si vous aviez la cour. » Il haussa les épaules. « Ils se sont débrouillés sans moi. » Une pause. « Je suis désolé, » chuchota-t-elle. « Je déteste être faible. » Il secoua la tête. « Vous n'êtes pas faible. Vous êtes humaine. » Elle laissa ses yeux se fermer à nouveau, submergée par la chaleur dans sa voix. Puis quelque chose se produisit qu'elle n'avait pas prévu. Ethan tendit la main, lentement, comme s'il n'était pas sûr d'avoir la permission, et écarta une mèche de cheveux de son front. « Vous m'avez fait peur, » dit-il doucement. Son cœur rata un battement. Il n'était pas un homme qui admettait la peur. « De quoi aviez-vous peur ?» demanda-t-elle, à peine au-dessus d'un souffle. Il ne répondit pas tout de suite. « De vous perdre avant d'avoir vraiment eu la chance de vous connaître. » Son souffle se coupa. Elle rouvrit les yeux, scrutant son visage. « Que faisons-nous, Ethan ?» Une autre pause. Il détourna le regard un instant, vers la fenêtre. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais je sais que je ne veux pas arrêter. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme de la brume. Pas tout à fait une confession, pas tout à fait une promesse. Mais ils déplacèrent quelque chose entre eux.
Plus tard ce jour-là, alors qu'elle se reposait plus confortablement, elle trouva un petit mot plié sur sa table de nuit, de l'écriture nette d'Ethan. La force n'est pas l'absence de maladie. C'est permettre à quelqu'un de prendre soin de vous quand vous êtes trop fatigué pour faire semblant. Elle le fixa longuement, et pour la première fois depuis son entrée dans cette maison, Olivia ne se sentit pas comme une obligation. Elle se sentit chérie. Ce soir-là, Ethan se tenait à nouveau devant sa chambre, incertain de frapper. Mais avant qu'il ne puisse décider, la porte s'ouvrit, et Olivia se tenait là dans sa robe de chambre, pâle mais souriant faiblement. « Je pense que je pourrais avaler un peu de thé, dit-elle. Il s'écarta. « Alors préparons-le ensemble. » Ils marchèrent vers la cuisine côte à côte, encore enveloppés dans le calme des vérités inexprimées. Le manoir, autrefois si froid et impersonnel, portait maintenant le souvenir des linges frais, des nuits sans sommeil, et des mains qui se tendaient, non par devoir, mais pour la connexion. Aucun d'eux ne le dit à voix haute. Mais quelque chose d'irréversible avait commencé. Les jours qui suivirent le rétablissement d'Olivia furent plus calmes, mais pas de la même manière qu'avant. Le silence entre elle et Ethan avait maintenant un son différent, le son d'un souffle partagé, d'un espace émotionnel qui, bien qu'encore indéfini, ne pouvait plus être nié. Il retourna au travail, mais envoyait maintenant de courts messages pendant la journée. Des choses simples. Avez-vous pris un café? Vous êtes-vous assez reposé? Elle répondait toujours avec une touche d'ironie douce, mais il y avait quelque chose de nouveau dans la façon dont elle attendait ses messages, comme si l'habitude d'être dans les pensées de quelqu'un avait trouvé une place dans son cœur. Ethan changea aussi. Il devint plus présent sans être intrusif, plus attentif sans être étouffant. Les silences entre eux cessèrent d'être des murs et commencèrent à devenir des ponts, mais ce fut l'inattendu qui testa ce nouveau lien. Un vendredi après-midi froid, Olivia était à l'université, donnant une présentation orale devant un jury exigeant. La salle était bondée, la chaleur des radiateurs contrastant avec l'air froid du couloir. Elle avait peu dormi, mangé encore moins, et bien qu'elle fût déterminée à maintenir son calme, son corps avait d'autres plans. Les mots commencèrent à se bousculer, sa vision se brouilla, puis soudain, ce fut le noir complet. Elle s'effondra. Un évanouissement silencieux, brutal, trop rapide pour que quiconque puisse la rattraper. Lorsqu'Ethan reçut l'appel de la secrétaire de l'université, il était en pleine réunion. Dès qu'il entendit le nom d'Olivia et le mot malaise, il se leva sans donner la moindre explication. Ses collègues le regardèrent partir, cravate desserrée, téléphone à la main, le visage marqué par un mélange de panique et d'urgence. Il conduisit comme un fou. L'hôpital universitaire était à 20 minutes du manoir. Ethan y arriva en 12. Ignorant le parking, il jeta les clés au voiturier sans un regard. Il monta les escaliers 4 à 4, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. La réceptionniste tenta de l'arrêter, mais son nom de famille suffit à lui ouvrir le passage. Elle était en observation, allongée sur un brancard, relié à des moniteurs. Lorsqu'il entra, il sentit quelque chose se briser en lui. Voir Olivia ainsi, pâle, fragile, immobile, fut plus qu'un choc. Ce fut un coup de massue. Il s'approcha, effleura doucement sa main et murmura, « Tu ne peux pas me faire une peur pareille. » Elle ouvrit lentement les yeux, encore étourdie, flottant entre rêve et réalité. Mais elle le vit. Les yeux embués de larmes, le souffle court, la peur inscrite sur son visage. « Ethan. » tenta-t-elle de dire, mais sa voix était trop faible. « Chut, murmura-t-il en prenant sa main entre les siennes. « Je suis là. C'est fini. » L'infirmière entra peu après avec les résultats. Hypotension. Épuisement. Aucun risque grave, mais un repos complet était conseillé. Une fois seul, Ethan demanda, « As-tu une idée de ce que j'ai ressenti quand on m'a dit que tu t'étais effondré ?» Elle tenta de sourire. « Je ne savais pas que tu tenais à moi à ce point. » Il se leva et commença à faire les 100 pas, le geste de quelqu'un ayant besoin de canaliser quelque chose de plus grand que la logique. Ce n'est pas juste de l'inquiétude, Olivia. Ce n'est pas juste ça. Quand je l'ai appris, mon cœur s'est arrêté. J'ai cru t'avoir perdu. Elle l'observait, écoutant non seulement les mots, mais le ton. Il ne jouait pas. Il ne récitait pas un texte. C'était réel. Tu ressens quelque chose pour moi, dit-elle sans détour. Ethan se figea. Il se tourna lentement vers elle. Je ne sais pas comment c'est arrivé, dit-il. Mais oui, je ressens.
Je ressens plus que je ne le croyais possible après tout ce qui s'est passé. Elle essaya de s'asseoir, mais il se précipita pour l'aider, ajustant délicatement les oreillers dans son dos. « Et toi » demanda-t-il, les yeux ancrés dans les siens. « Ressens-tu quelque chose pour moi ?» Olivia prit une profonde inspiration. « Je ressens de la peur. La peur de m'abandonner à quelqu'un qui a bâti des murs si hauts. Mais je ressens aussi quelque chose que je ne peux plus nier. » Il s'approcha, s'agenouillant devant son brancard, comme s'il était enfin prêt à déposer les armes, le contrôle, le titre. « Tu es la seule chose qui me donne envie de descendre de ces murs. » Elle toucha son visage. Un contact léger, ses doigts encore fragiles, mais assez fermes pour qu'il comprenne qu'elle le choisissait. Pas par contrat, pas par convenance, mais par connexion. « Ne pars pas ce soir, dit-elle. Ethan leva les yeux, surpris. « Reste avec moi, ajouta-t-elle. Juste rester, opina-t-il. Je ne vais nulle part. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôpital, Ethan tira une chaise et tint la main d'Olivia jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il ne regarda pas l'heure. Il ne pensa pas au tribunal. Pour la première fois depuis longtemps, rien d'autre ne comptait qu'elle. Au rythme lent et régulier du moniteur cardiaque, il fixa le plafond et murmura, peut-être pour lui-même, peut-être pour quelqu'un qui n'était plus là, j'ai réalisé que te perdre par peur serait bien pire que de t'aimer avec tous les risques. La pluie commença avant le coucher du soleil, un rideau fin et persistant, comme si le ciel lui-même essayait de laver tout ce qui avait été retenu trop longtemps. Olivia était de retour au manoir. L'hôpital avait autorisé sa sortie, et Ethan avait insisté pour la ramener lui-même, conduisant lentement, sans un mot, comme si chaque minute de silence entre parlait plus fort que n'importe quelle phrase. En entrant dans la maison, quelque chose semblait différent. Pas dans le décor. Le marbre étincelait toujours. Les lustres pendaient toujours avec grandeur au haut plafond, et l'air sentait toujours le bois ciré et la lavande subtile. Mais il y avait quelque chose entre eux. Une tension dense, mais feutrée. Un champ magnétique qui ne permettait plus les faux-semblants. Olivia monta lentement vers sa chambre, guidée par les mains d'Ethan, qui, bien que ferme, semblait hésitante, comme s'il demandait encore, est-il permis de ressentir tout cela? À l'étage, la lampe de chevet projetait de longues ombres sur les murs. Elle s'assit au bord du lit, les cheveux encore humides de la bruine, les yeux baissés. Ethan se tenait devant elle, cherchant ce courage qu'il avait toujours au tribunal, mais qui lui échappait face à un geste simple. Toucher vraiment quelqu'un. Elle leva les yeux. « Pourquoi me regardes-tu comme ça » demanda-t-elle doucement, presque timidement. « Parce que j'essaie de mémoriser comment tu es, là, maintenant, dit-il. Avant que tout ne change. » Un silence les enveloppa. Elle se leva. Fit 2 pas jusqu'à se trouver juste devant lui. « Et si je te disais que ça a déjà changé » chuchota-t-elle. Il ne répondit pas par des mots. Ses doigts effleurèrent les siens. Puis ils remontèrent doucement le long de son bras, comme pour ne pas envahir, mais demander la permission. Olivia ne recula pas. Au contraire. Ses yeux se fermèrent un instant, comme pour l'accorder. Le baiser vint ensuite, lent, délicat, sans urgence, sans précipitation. C'était un baiser de reconnaissance, d'acceptation, d'abandon. Ethan posa ses mains sur son visage, faisant glisser ses pouces sur ses pommettes, comme s'il la dessinait à nouveau par son toucher. Olivia, en réponse, posa ses doigts sur le col de sa chemise, le déboutonnant lentement, avec la révérence de quelqu'un ouvrant quelque chose de sacré. La nuit avança à pas feutrés. Le lit fut le témoin silencieux de 2 âmes qui s'étaient si longtemps cachées derrière des murs de peur, d'indépendance et de douleur. Maintenant, ces murs s'effondraient, un par un, à chaque caresse, chaque souffle partagé, chaque regard soutenu dans l'obscurité. Ils n'étaient pas pressés. Elle n'avait aucun doute. Leurs corps se rencontrèrent. Mais ce fut dans les pauses que l'amour naquit, dans la façon dont il la couvrit du drap après avoir embrassé son ventre, dans la façon dont elle murmura « Je suis là » quand elle sentit ses mains trembler, dans la façon dont ils pleurèrent tous deux en silence, non de tristesse, mais de soulagement. C'était plus que du désir. C'était le début de quelque chose de réel, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé nommer jusqu'alors. Des heures plus tard, leurs corps entrelacés sous les draps, et la fenêtre toujours striée de pluie, Ethan parla, « J'ai passé ma vie entière à penser qu'aimer signifiait perdre le contrôle. » Olivia se tourna sur le côté, posant son visage contre son torse. « Et maintenant ?
Maintenant je pense que ne pas aimer, c'est ce qui nous prend tout. Elle ne dit rien. Elle serra simplement sa main, en plaçant ses doigts aux siens. Et pour la première fois depuis des années, Ethan Callaghan s'endormit sans peur. Mais l'amour, aussi profond soit-il, porte encore les cicatrices du passé. Et le lendemain matin, à la lumière du jour, l'armure qu'il avait laissée au sol commença à réapparaître. Le matin suivant arriva enveloppé d'un calme presque illusoire. Le ciel de Boston était clair après la nuit de pluie. Le jardin du manoir Callaghan scintillait sous les gouttes de rosée. Tout semblait neuf, silencieux, serein. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était différente. Olivia se réveilla seule. Le lit gardait encore la chaleur de la nuit précédente, les draps froissés et le souvenir des corps enlacés. Mais Ethan n'était pas là. Il n'était pas dans la chambre, ni dans le couloir, ni dans la cuisine où seule une tasse de café solitaire refroidissait sur le comptoir. Elle enfila lentement son peignoir, essayant de ne pas se précipiter. Peut-être était-il parti tôt. Peut-être évitait-il simplement de créer des attentes. Mais au fond, un sentiment amer commençait à se former. En descendant à la bibliothèque, elle trouva le premier indice de la distance qui s'installait. Le livre qu'il lisait la veille était de retour sur l'étagère, à sa place exacte, comme s'il n'avait jamais été ouvert. Et sur la table, un dossier juridique qu'il examinait depuis des semaines, tout était en place, tout était impersonnel, le contrôle était revenu. Quand elle le trouva enfin dans son bureau, il était debout, dos tourné, regardant par la fenêtre. Le même homme qu'avant, costume impeccable, épaules tendues, masque remis en place. « Bonjour », dit-elle, essayant de paraître légère. Il se tourna lentement. « Bonjour. » C'était tout. Pas de sourire, pas de proximité, aucune trace de la nuit qu'ils avaient partagée. Elle attendit qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Mais elle ne reçut que du silence. Et c'est là qu'elle sut qu'il fuyait à nouveau. « Tu vas vraiment faire comme s'il ne s'était rien passé ?» demanda-t-elle, la voix basse mais ferme. Ethan ne répondit pas immédiatement. Son regard erra dans la pièce avant de revenir à ses yeux. « C'était une erreur, Olivia. » Les mots tombèrent entre eux comme du verre brisé. Elle cligna lentement des yeux. « Une erreur ? Je me suis laissé emporter. J'ai perdu ma concentration. Cela n'aurait pas dû arriver. » Elle croisa les bras. « Tu as perdu ta concentration ? Ou tu as perdu le contrôle ?» Il prit une profonde inspiration, mais ne répondit pas. « Tu m'as dit que tu avais peur d'aimer. Et la nuit dernière, tu n'avais pas cette peur, » poursuivit-elle, la gorge serrée. « Mais maintenant, avec le soleil qui se lève, tout cela redevient une menace, n'est-ce pas ? » « Tu ne comprends pas, non, » l'interrompit-elle. « Je comprends parfaitement. Tu préfères la sécurité de ne rien ressentir. Tu préfères la solitude parce que personne ne peut te décevoir là-bas, pas même toi-même. » Son silence confirma tout. Olivia recula de 2 pas, les yeux humides. « Merci de m'avoir montré qui tu es vraiment. » Puis elle monta à l'étage. Elle entra dans la chambre et fit ses valises calmement. Chaque mouvement était un adieu silencieux. Elle plia les robes jamais portées, emballa les livres achetés pour étudier dans le jardin. Elle mit de côté la tasse qu'il lui avait offerte et la laissa sur la table de nuit. Elle n'emporterait pas de souvenirs qui font mal. Lorsque Madame Alco la trouva dans le couloir, Olivia tenait déjà les clés de la voiture. « Où allez-vous, ma chérie ? » « Assez loin d'où je ne suis pas la bienvenue, » répondit-elle sans colère, juste avec épuisement. La gouvernante, les yeux baissés, hocha simplement la tête. Mais avant qu'Olivia ne franchisse la porte, elle lui tendit une enveloppe. « Il m'a demandé de garder ça pour vous. Il l'a écrite il y a des semaines. Je ne sais ni pourquoi ni quand, mais je pense que c'est le bon moment. » Olivia prit l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. Pas encore. Elle se rendit à l'appartement de sa meilleure amie, Lorraine, dans le centre de Boston. Les premiers jours, elle ne parla pas beaucoup. Elle dormait, mangeait peu, étudiait pour occuper son esprit. Mais le silence la rongeait. Car ce n'était pas juste une déception. C'était le deuil de quelque chose qui venait à peine d'éclore et qui avait été arraché avant de pouvoir fleurir. Elle regardait l'enveloppe chaque jour, sans le courage de l'ouvrir, sans la certitude de vouloir entendre ce qu'il avait à dire avant qu'il ne la détruise avec ses mots. Jusqu'à ce que, 5 jours plus tard, cela arrive. C'était en fin d'après-midi. Le ciel était lourd, et elle rentrait de la fac,
marchant seule dans la rue où elle prenait habituellement le métro. Tout se passa trop vite pour qu'elle le remarque. 2 hommes. Une tentative d'agression. Une bousculade. Une chute. Une menace chuchotée à son oreille. Et puis, le crissement de pneus freinant brutalement. La voix. Lâchez-la. Tout de suite. C'était Ethan. En costume, désarmé, avec les yeux les plus dangereux qu'elle ait jamais vus. L'un des agresseurs s'enfuit. L'autre hésita. Et en quelques secondes, Ethan fut sur lui, protégeant Olivia de son corps, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. La police arriva peu après, mais Olivia entendait à peine ce qu'il disait. Elle n'entendait que les battements de son propre cœur. Elle ne sentait que ses mains tenant les siennes. « Ça va ?» répétait-il. Elle hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Comment savais-tu que j'étais là ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il prit une profonde inspiration. « Parce que même quand tu es parti, je n'ai jamais cessé de te chercher. Je n'ai jamais pu arrêter de m'inquiéter. » Elle le regarda quelques secondes. Après tout ça, il était toujours là. Pourquoi, Ethan? Et c'est là, au milieu de la rue mouillée, avec les sirènes en fond sonore et le ciel lourd de nuages, qu'il dit, parce que j'ai réalisé que te perdre par peur serait bien pire que de t'aimer avec tous les risques. La nuit qui suivit l'agression fut remplie de silences différents. Pas les silences froids et défensifs d'avant, mais des silences qui accueillaient, qui guérissaient, qui disaient sans mots, je suis là et je ne vais nulle part. Ethan insista pour rester avec Olivia à l'hôpital pour les examens, même après que les médecins lui eurent assuré qu'elle allait bien physiquement. Il resta près du brancard, tenant sa main, les yeux fixés sur elle comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il clignait des yeux trop longtemps. Elle ne dit rien. Elle ne demanda pas d'explication, n'exigea pas de réponse, mais elle ne retira pas sa main, et cela voulait dire beaucoup. Ce ne fut que sur le parking, des heures plus tard, qu'Ethan rompit enfin le silence. « Veux-tu rentrer à la maison ?» La question n'était pas une imposition, c'était une invitation, une requête. Olivia le regarda sérieusement. « Quelle maison ?» Ethan inspira profondément. « Celle qui n'est pas faite que de murs. Celle qui commence quand tu entres et que je suis vraiment là. » Elle soutint son regard quelques secondes, puis acquiesça sans rien dire, et c'est ainsi qu'ils rentrèrent, ensemble. Au manoir, tout semblait pareil, mais aussi différent, comme si le lieu avait absorbé l'absence d'Olivia et se réorganisait maintenant autour d'elle, autour d'eux. Ethan changea, non pas de manière théâtrale, mais dans l'essence. Il commença à l'attendre pour le petit déjeuner, à l'emmener personnellement à l'université, à écouter ses histoires de la journée avec une réelle attention. Plus seulement une présence physique, mais un investissement émotionnel. Et surtout, il commença à exprimer ce qu'il ressentait, avec des mots, avec des yeux qui ne fuyaient plus les siens, avec des touchés sans hésitation. Un après-midi, en la voyant dans la bibliothèque en train de souligner un livre de droit pénal, il entra avec une tasse de thé à la main et dit « Je suis très fier de toi. » Elle leva la tête, surprise. « Pourquoi ? » « Parce que tu n'abandonnes pas, » répondit-il. « Ni toi-même, ni moi. » Elle sourit, ce sourire qui venait du coin de ses yeux, et il sentit à nouveau que c'était le bon endroit, le bon choix. 2 semaines plus tard, il l'invita à dîner, non pas dans la salle à manger silencieuse de la maison, mais dans le jardin, sous un ciel brodé d'étoiles, avec des bougies allumées et une musique douce en fond. Olivia trouva l'ambiance étrange, mais ne posa pas de questions. Elle portait une robe légère, ses cheveux épinglés sur le côté, sa peau illuminée par le clair de lune. Ethan la regardait comme si elle était le centre de toute son existence. Après le dessert, il se leva lentement, sortant quelque chose de la poche de sa veste, une petite boîte bleu marine. Olivia se figea. « Ethan. » « Chut, dit-il avec un sourire calme. Cette fois, il n'y a pas de testament, pas d'échéance, pas de clause. Il s'agenouilla. Il n'y avait pas de public, pas de formalité. Juste la vérité. Je suis tombé amoureux de toi dans les détails, commença-t-il. Dans les silences, dans la façon dont tu marches dans la maison sans demander la permission, dans la façon dont tu me confrontes sans peur, et surtout dans la façon dont tu m'as vu, même quand je ne pouvais pas me voir moi-même. Elle porta sa main à sa bouche, les yeux brillants. Olivia Anderson, poursuivit-il. Veux-tu m'épouser? Pour de vrai? Sans obligation? Sans contrat? Juste nous,
et tout ce que nous sommes, avec nos imperfections, avec notre courage, avec amour. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle descendit lentement de sa chaise, s'agenouilla devant lui et sortit ses mains de ses poches. Oui, dit-elle, la voix étranglée, mais à une condition. Ethan fronça les sourcils, surpris. Que tu ne me dises plus jamais que l'amour est une erreur. Il sourit. Plus jamais. Et là, sous le ciel de Boston, entre la brise printanière et les cicatrices du passé, deux cœurs, unis autrefois par devoir, battaient maintenant à l'unisson par choix, par décision, par amour. Mais la vie, toujours la vie, leur réservait une dernière révélation, une surprise, une bénédiction qui changerait à jamais le sens du mot famille. Un an plus tard, Boston s'épanouissait dans les douces teintes du printemps, comme si la ville entière respirait un peu plus facilement. Les arbres autour de Harvard s'habillaient d'un vert tendre, les bancs du parc étaient remplis de rires, de livres et de pâtisseries fraîches. C'était la saison des nouveaux départs, et personne ne le savait mieux qu'Olivia. Elle monta sur l'estrade de l'auditorium, avec le pas assuré de quelqu'un qui avait affronté bien plus que des examens pour en arriver là. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle repéra dans le public un homme en costume sombre, aux cheveux légèrement décoiffés, arborant une expression mêlant fierté, émotion et dévotion silencieuse. Ethan. Elle tenait son diplôme à deux mains, non comme un trophée, mais comme un symbole de dépassement, de persistance, et d'un amour qui avait commencé à l'envers pour retrouver le chemin de la vérité. Après la cérémonie, ils marchèrent ensemble vers la voiture, entourés de camarades et de famille. Alors, avocate de la défense, demanda-t-il en lui ouvrant la portière avec un sourire contenu. Oui, répondit-elle. Celle qui croit aux secondes chances. Il la regarda en coin. Est-ce une allusion? Peut-être, dit-elle avec ce sourire qu'il connaissait si bien. Les mois suivants apportèrent une routine différente. Il ne s'agissait plus de silence défensif ou de gestes prudents. Il s'agissait de déjeuner à des heures improbables, de nouvelles plantes sur le porche, d'Ethan lisant ses dossiers avant de dormir, d'Olivia organisant sa bibliothèque par couleur juste pour l'embêter, de petites disputes et de réconciliations encore plus douces, car aucun d'eux ne savait plus comment vivre en guerre avec l'autre. Le manoir Callaghan s'était transformé. Le bruit de ses pas remplissait les couloirs. La musique qu'Olivia mettait en cuisinant se déversait dans les pièces. Même Madame Alco riait plus souvent. Le temps, au lieu d'effacer, semblait solidifier l'amour entre eux. Mais rien ne les avait préparés à ce qui allait arriver par un après-midi pluvieux d'avril. Olivia se sentait différente depuis quelques jours, une fatigue qui ne passait pas, une nausée subtile mais récurrente. Elle essaya de l'ignorer jusqu'à ce que le vertige la prenne pendant une audience, l'obligeant à demander une pause. C'est Lorraine, son amie, qui suggéra le test. Juste pour écarter l'idée, avait-elle dit en tendant à Olivia une boîte de pharmacie discrète. Olivia fixa le petit objet comme si elle tenait un secret sur le point d'exploser. Lorsque la deuxième barre apparut, le monde s'arrêta. Silence. Larmes. Et puis le rire. Un rire nerveux. Surpris. Incrédule. Et enfin, un sentiment nouveau. Une sorte d'amour qui n'avait pas encore de nom. Ce soir-là, elle ne le lui dit pas immédiatement. Elle attendit qu'Ethan rentre, qu'il enlève ses chaussures, desserre sa cravate, s'assoit sur le canapé avec un verre de vin et le journal. Elle attendit le moment où il la regarda et dit, presque instinctivement, « Tu es différente aujourd'hui. » Elle s'approcha de lui, s'assit à ses côtés, prit sa main et la posa doucement sur son ventre. « Parce que nous sommes trois maintenant. » Ethan se figea. Le temps s'arrêta un long moment. Il la regarda, les yeux écarquillés, comme s'il avait besoin de confirmation. Olivia hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Tu vas être père, Ethan. » Et alors, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il pleura sans honte. Ce n'était pas une larme unique. C'étaient de vraies larmes. Celles de quelqu'un qui croyait autrefois que l'amour était une menace et qui le ressentait maintenant comme une bénédiction. Les mois qui suivirent furent une danse entre attente, projet et peur. Ethan plongea dans les livres sur la paternité, la sécurité domestique, les méthodes de respiration, et Olivia riait de le voir si méthodique sur la seule chose dans la vie qu'il ne pouvait pas contrôler. Elle, de son côté, s'épanouissait en tant que femme, épouse et future mère. Plus sereine, plus confiante, plus en paix. La dernière semaine de sa grossesse, le jardin du manoir fut rénové avec de nouveaux bancs, des jouets en bois, des sentiers fleuris et un petit cerisier planté au centre.
Ethan dit que la première ombre que le bébé verrait devrait venir de quelque chose de vivant, quelque chose qui grandit lentement mais dure des générations. Et aux premières heures d'un lundi calme, le bébé arriva. Une fille, à la peau aussi claire que son père, aux yeux aussi intenses que sa mère, aux cheveux fins et sombres comme eux deux. Ils l'appelèrent Clara, non seulement pour la lumière, mais pour le sens, quelque chose qui est enfin vu. Dans la dernière scène, la maison était de nouveau calme, mais ce n'était pas le même silence qu'avant. C'était le silence d'un foyer après que le bébé s'est endormi, un silence rempli de respirations légères, de promesses faites dans le noir et de pas apprenant à marcher ensemble. Ethan était agenouillé près du berceau. Olivia l'observait depuis la porte. Il tenait la main de leur petite fille et murmurait doucement « Je suis ton père, et je t'aime déjà plus que tout au monde. Tu m'as appris que l'amour est le commencement, pas la fin. » Olivia ferma les yeux. Elle savait que, juste là, dans cette chambre où tout restait à faire, deux histoires autrefois brisées étaient devenues une famille complète. Tout avait commencé par un contrat, mais avait été sauvé par le courage d'être vulnérable et d'aimer pour de vrai. Toutes les histoires d'amour ne commencent pas avec des fleurs. Certaines commencent par le silence, la peur et des contrats froids. Mais parfois, ce qui ne semble être qu'une obligation révèle un dessein plus grand, guérir ce qui a été brisé, découvrir ce qui a été caché, et montrer que le véritable amour n'arrive pas quand tout est parfait. Il arrive pour transformer. Ethan croyait que ressentir était une faiblesse. Olivia croyait qu'aimer était un risque qui n'en valait pas la peine. Mais ensemble, ils ont découvert que la force la plus puissante n'est pas de se protéger, mais de s'autoriser à ressentir. Maintenant, je vous le demande, combien de fois avez-vous repoussé l'amour par peur d'être vulnérable? Et si votre plus belle histoire attendait encore, là où vous avez le plus peur d'aller? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et dites-nous dans les commentaires, d'où écoutez-vous cette histoire? Votre j'aime aide la chaîne à grandir et à continuer de vous apporter des histoires émouvantes comme celle-ci. Partagez-la avec quelqu'un de spécial.